Que nous commencions. Donc, écoutez, je renouvelle mes salutations. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents à cette 19e Masterclass Chiloé. On est en compagnie de Raphaël. Salut Raphaël. Bonjour à tous, merci. Raphaël Merci qui est Chloé. guide de haute montagne et on va parler aujourd'hui d'alpinisme. Je vais vous expliquer un petit peu rapidement le déroulement. Grosso modo, c'est vraiment une discussion tous ensemble. On est là pour passer un super moment. Si vous voulez ouvrir votre meilleure bière, évidemment, allez-y. On est là pour apprendre plein de choses sur l'alpinisme. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions de la manière la plus libre possible, que ce soit oralement ou via le chat. Et Raphaël sera ravi d'y répondre. Donc voilà, Raphaël, bah écoute, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc tu es guide de haute montagne, tu pratiques beaucoup de sports, notamment l'alpinisme. Écoute, bah, je peux te passer la parole pour te laisser te présenter si tu veux en deux, trois mots. Ouais. Et donc je suis pour le moment aspirant guide. C'est-à-dire que j'ai pas encore la médaille officielle du guide, mais ça me permet quand même de bosser en fait comme guide de haute montagne. En fait, on doit bosser après la formation, on doit travailler comme aspirant pendant 2-3 ans, et c'est à la fin de cette période qu'on donne le diplôme officiel. Mais voilà, donc là Mais je suis aspirant. t'as quand même le droit d'exercer du coup. Oui, c'est le but. Ouais. Ouais, ouais. C'est le- Ouais, ouais, donc on peut exercer dans toutes les pratiques de la montagne, hein, que ce soit le ski, ski de rando, ski hors piste, alpinisme, escalade, randonnée, raquette, voilà. Donc il y a de quoi faire. Je suis basé donc dans le Vercors, à Lançon-Vercors. La montagne, moi, j'ai découvert ça par la famille, avec mon père. Donc j'en fais depuis tout petit, quoi. Dès que j'ai appris à marcher. Première sortie sur le glacier, on va en parler ce soir. Moi, c'était vers l'âge de 8-9 ans. Je pense que ça m'a. Enfin, je me souviens très très bien et ça m'avait tellement marqué que bon, bah voilà, maintenant j'en fais mon métier, quoi. Donc l'alpinisme, c'est la discipline majeure un peu en montagne, je trouve. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ça se pratique tout au long de l'année. Là, on va plutôt parler de l'alpinisme classique qu'on fait en été, les courses de neige sur glacier. T'as anticipé, t'as parfaitement anticipé ce qu'allait être ma première question. Comment on pourrait définir en fait l'alpinisme? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt, ça peut regrouper plusieurs pratiques, Ouais. mais je trouve ça assez difficile d'avoir une définition relativement claire de ce que c'est l'alpinisme en tant que tel. Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est un groupement de sports? Comment on pourrait le Ouais, définir? ouais, l'alpinisme, c'est une pratique sportive qui consiste à, ça consiste à réaliser l'ascension des montagnes, en fait, en utilisant des techniques de progression particulières et des techniques de sécurité. Donc ça, la différence, en fait. Et d'ailleurs, on dit que la naissance de l'alpinisme, c'était en 1492, avec l'ascension du Mont Aiguille. C'est la première fois, en fait, qu'on a utilisé des cordes, des échelles pour gravir une montagne. Donc voilà, on appelle ça on dit que c'est la naissance de l'alpinisme. C'est-à-dire on dépasse un petit peu le stade de l'escalade et on utilise un peu Bah, d'autres c'est de matos l'escalade, mais ou. en utilisant une corde, quoi, tout simplement. Ok. On utilise des moyens de progression. Et donc, en fait, il y a de nombreux terrains pour pratiquer l'alpinisme. On peut pratiquer l'alpinisme sur une course d'arête rocheuse, donc que sur du rocher, sur lequel on va utiliser des techniques de progression. L'alpinisme, on peut en faire sur un glacier tout plat, on peut en faire sur une paroi verticale de roches et de glace. Donc voilà, il y a pas mal de terrains pour pratiquer l'alpinisme. Ok. En Sachant fait. maintenant on a un peu passé le stade de porter des échelles pour aller au Mont-Aigu, quoi. Ouais, mais il y en a qui utilisent des échelles pour traverser les crevasses encore. Ouais. Ça existe encore, ouais. Même dans Et- les Alpes. ok, ok. Et du coup, et donc ça c'est la naissance de l'alpinisme et du coup ça a quand même pas mal évolué, ça a quand même pas mal Oui, évolué oui, jusqu'à donc, aujourd'hui. oui, bien sûr, ça a énormément évolué. Après, il y a eu l'ascension du Mont Blanc, là, c'était en 1786. Et petit à petit, effectivement, le matériel s'est sophistiqué, les habits sont devenus plus performants, les piolets qui étaient immenses ont diminué, des crampons sont apparus, les pointes avant sur les crampons sont apparus, la corde s'est améliorée également, enfin voilà, les mousquetons sont apparus, les pitons, etc. Donc l'alpinisme a énormément évolué et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des outils très performants pour aller encore plus haut et dans du plus raide, quoi. Ouais, Donc c'est ça, sûr c'est que vraiment.
quand on lit un peu ou quand on regarde un petit peu les anciens, les vieux bouquins d'alpinisme, par exemple, ils sont toujours trop intéressants à lire, sûr qu'on voit que le matos a évolué, quoi. Les mecs, ils faisaient des sommets vers Chamonix avec des gros pulls en laine et des Ouais, piolets ouais. qui pèsent une vache, etc. C'est sûr que c'est pas, enfin, maintenant, les alpinistes d'aujourd'hui jouent pas à armes égales avec les alpinistes d'avant, Non, c'est les sûr. alpinistes d'avant, Ouais. quoi. C'est sûr que c'est plus léger, ouais. On est beaucoup plus léger. Je pense que c'est surtout ça déjà. Et est-ce que c'est un sport qui a encore amené, alors c'est une question un peu compliquée, je pense, mais tu penses que c'est un sport qui a encore amené à évoluer beaucoup? Que ce soit sur le matos ou quoi, parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Maintenant, on a des piolets qui sont super légers, des crampons qui sont super légers. Alors, on n'arrête pas l'innovation, mais on a un peu tendance à se dire quand même, bah super, le piolet maintenant il pèse, je sais pas combien, mais pas très lourd. Comment on peut encore améliorer pour encore passer des caps et faire encore évoluer cette discipline? Bah oui, aujourd'hui, ça évolue toujours. On essaie toujours de faire du plus léger. Donc il y a la pratique du trail un peu qui a pas mal bousculé les choses, je trouve. Voilà, on s'est comment dire, inspiré un peu du trail pour développer des nouvelles chaussures, des nouveaux vêtements encore plus légers. Donc ça évolue beaucoup, le textile. Après, le matériel, toujours, hein. On arrive toujours à avoir des broches plus légères, un piolet effectivement plus léger ou plus technique, les boudriers aussi hyper légers. Donc ouais, ça évolue toujours. Ça évolue toujours. Ouais, ça c'est sûr. Et on voit on voit un Kylian Jornet qui va se faire un Everest super rapidement ou même un record. Bah, j'ai vu là, il y a un record qui a été battu peut-être ce week-end là du plus grand nombre d'ascensions de l'Everest. Un Sherpa qui a réalisé sa 25e ascension de l'Everest. Ouais. Voilà, avant c'était Pierre Mazot, si je dis pas de bêtises, le premier Français à l'Everest et maintenant les mecs ils y vont 25 fois tranquillement, ce qui est quand même Ouais, ouais, ce qui ouais, force à respect quoi. ouais, c'est carrément. Ça c'est sûr. Carrément. Mm. Bon, et pour parler de ce qui nous intéresse un peu plus, du coup, on avait quand même intitulé cette masterclass Débuter et progresser en alpinisme. Euh, bah, moi, j'ai jamais fait d'alpinisme. Je veux m'y mettre, je veux découvrir. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les étapes à suivre? Ouais. Bah, ce qu'on peut faire, c'est que je peux décrire un peu le déroulement d'une sortie d'alpi classique. Donc, on va choisir l'alpinisme d'été qu'on va faire sur un glacier avec de la neige. Donc, à mon sens, c'est là-dessus, c'est sur ce terrain-là qu'on débute. Donc, on va dire une sortie d'alpi classique, on va partir sur 2 jours. La première journée, on va monter au refuge. Donc, c'est l'occasion de repérer l'itinéraire qu'on va prendre le lendemain, de regarder les conditions, voilà, on a son sac à dos, on monte au refuge, on se rend compte que le confinement, il pèse lourd dans les jambes, qu'on a un peu du mal à monter. Et ouais, donc ça, c'est la première journée, on arrive au refuge, où on fait un bivouac, etc. Mais le but, c'est de monter quand même assez haut la première journée pour être d'attaque le lendemain. Voilà. Donc on passe la soirée au refuge, on dort, on essaye de dormir. Et le deuxième jour, quand on fait de l'alpi, on se lève tôt l'été. On se lève, c'est variable suivant la longueur de la course qu'on va faire, mais on se lève en général autour de 3-4 heures du matin. On part tôt, on prend la frontale, et du coup là on sort du refuge et il fait nuit. Donc ça déjà, c'est une expérience, quand on n'a pas l'habitude, c'est assez exceptionnel de marcher de nuit en haute montagne avec la frontale. Ouais, t'as un peu l'impression que tu vas sauver le monde, quoi. T'as ton piolet, ta corde, tes crampons, t'as la Ah, frontale, c'est ouais, tout le monde dort ou c'est finit de faire la particulier, ouais. teuf et ouais. Ouais. Ben, en fait, toi, tu marches, t'es pas bien réveillé, donc tu es content de suivre quelqu'un devant toi parce que ou peut-être de pas être le leader de t'accorder, comme ça, tu prends son pas tranquille. Et donc là, on part, on voit le jour qui se lève petit à petit, le soleil qui se lève, enfin, ça, c'est magnifique. Et puis, dans le cas d'une sortie sur glacier, il y a un moment où on va arriver sur le glacier. Donc là, on s'équipe en conséquence. Donc on a le baudrier sur soi, on met les crampons, on prend le piolet à la main, on s'encorde. Et puis voilà, on va évoluer sur le glacier. Donc, suivant la topographie du glacier, on va toujours adapter les techniques de progression, que ce soit la marche avec les crampons, etc., et les techniques d'encordement. Il faut toujours s'adapter par rapport au terrain. Et puis, on va évoluer comme ça jusqu'au sommet. Donc, il peut y avoir des crevasses à passer, il peut y avoir des pentes un peu plus raides à franchir, à escalader, etc. Donc, c'est variable, du rocher également. Et, Quand tu dis on s'encorde, c'est des cordées de quelle taille en général?
Est-ce qu'on part à 15 en Alpi? Est-ce que vous voulez partir à 2 ou 3? C'est quoi le Ça juste dépend en milieu fait entre sécurité et... ça dépend de la difficulté, enfin de l'exposition de ce qu'on va faire en fait. Donc si on va faire des choses très techniques, il vaut mieux être 2 sur une corde. Par contre, si on va faire de la randonnée glaciaire, donc sur un glacier relativement safe où il n'y a pas de difficulté technique de progression, on peut s'encorder à plusieurs, on peut s'encorder à 5, 6, 7, 8, si c'est juste une randonnée, voilà, c'est juste de la marche sur un glacier. Donc on peut s'encorder jusqu'à 8, quoi, à peu près. Ok. Et voilà, et donc après, on chemine jusqu'à un sommet, jusqu'à un col, une brèche, enfin jusqu'au but, quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez unique, ces sorties, parce qu'on évolue dans un cadre de haute montagne qui est assez inhospitalier, et on n'y va pas souvent. On découvre aussi l'effort physique en altitude, donc ça c'est quand même quelque chose de particulier. On est quand même beaucoup plus vite essoufflé. Donc il y a ce plaisir de se surpasser, il y a la beauté du paysage, et puis il y a surtout aussi ce contact avec la cordée en fait, parce qu'on n'évolue pas seul, comme on est en cordée, bah, on est plusieurs, on communique, on dit nos ressentis sur les conditions, la difficulté, on s'adapte au rythme de tous. Donc il y a vraiment ce côté partage là, qui est très riche en alpinisme. Ouais, c'est vrai que pour tout ce qui est cohésion, créer un groupe, esprit de groupe, etc., quand tu es sur un glacier avec plein de crevasses et que tu es encordé avec tes deux potes, Ouais, forcément, chacun dépend de l'autre un petit peu. Donc, c'est sûr que ça, ouais, ouais. ça, On ça, vit des ça, choses ça assez crée du fortes. lien. Ouais, ouais, c'est sûr. Il y a toujours un petit peu un stress aussi la veille au refuge, la nuit au refuge. Et, quand on part de nuit, c'est toujours un peu particulier. Et en fait, après, avec le lever du jour, l'arrivée au sommet, etc., ça permet de s'ouvrir davantage, de se détendre. Et puis quand on redescend et qu'on retourne après dans la vallée, on a vraiment la sensation d'avoir vécu une expérience assez forte, quoi. Très riche, très condensée, mais la journée, elle paraît immense parce qu'on s'est levé à 4 heures du matin et on n'a pas arrêté, quoi. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, on dit souvent dans l'alpinisme, quand on compare par exemple au ski de randonnée, qu'une fois que tu es arrivé au sommet, bah, c'est super, et tu as fait quand même que la moitié de la difficulté, quoi. Ouais, Parce qu'autant tu montes c'est en vrai ski, bon, bah, que. tu redescends en ski, Ouais, c'est OK. Là, la descente ouais. à pied, bon, faut quand même, c'est quand même assez long, quoi. Ouais, bah, c'est sûr qu'en ski, c'est ça qui est génial, on monte pas la descente. En alpi, une fois qu'on arrive au sommet, pour une sortie classique, généralement, on va redescendre en dessous du refuge, on va descendre jusqu'à la voiture, quoi. Donc, on va faire vraiment une grosse descente. Et il faut d'ailleurs se méfier parce que c'est généralement voilà, en fin de matinée, début d'après-midi qu'on va faire ça. Donc, c'est là où il commence à faire chaud. Donc, les conditions se détériorent. La neige est plus molle, on peut plus facilement glisser. Il peut y avoir des petites coulées éventuellement. Il peut y avoir des chutes de sérac, il peut y avoir des chutes de pierre, des ponts de neige qui s'affaiblissent. Et comme on a l'euphorie un peu du sommet et la fatigue, on peut être moins concentré, quoi. Donc justement, il faut se méfier à la descente. C'est souvent, et même techniquement, c'est plus difficile de descendre une pente de neige, enfin un peu raide, hein, que de la monter, quoi. Mm. Techniquement, quoi. C'est plus facile physiquement, mais techniquement, ça peut être plus difficile. Et puis c'est Donc sûr ouais, qu'il y a peut-être un effectivement, truc, la descente en alpinisme, c'est pas sous-estimé, ouais. il y a Surtout peut-être un pas. truc où tu te dis, ouais, bon, j'ai fait le sommet, ou je suis content, j'ai pris mes photos, etc. Et bon, je redescends tranquille. Et effectivement, comme tu le dis très bien, vu que tout se réchauffe, les aléas de la montagne, etc., tout devient un peu plus dangereux. Donc, ouais, Ouais, faut bien rester vigilant, quoi. carrément. Ouais, ouais. Je pense que c'est peut-être la partie la Et plus dangereuse. Ouais. là, tu parles de piolets, de crampons, de cordes, etc. Quand tu fais une sortie d'alpi, c'est quoi un peu les indispensables à prendre? Ouais. Alors j'ai pris justement le matos. Magnifique. Alors, il faut forcément un piolet. Donc en alpinisme, on prend un piolet alpinisme classique. On va prendre un piolet droit, pas trop lourd. Et puis qui puisse servir de canne. Donc il faut pas que ce soit trop petit. Celui-là, il est limite un peu petit. Donc on s'en sert de canne quand on monte, quoi. Donc ça aide. Et puis voilà, le piolet, il a différentes techniques. Ça, c'est important de faire une petite école de neige ou une petite école de glace avant de faire une sortie d'alpi pour savoir comment on utilise ce matos, quoi. Donc un piolet, des crampons.
des crampons qu'on met au pied. Donc, il existe 3 types de crampons. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais en parler. Donc, des crampons bien réglés aux chaussures. Il faut, bien sûr, un baudrier qu'on met sur soi. Idéalement, on le met directement au refuge. Avec un mousqueton directionnel, c'est mieux. Hop. Quand on dit mousqueton directionnel, c'est là on voit sur le mousqueton, on voit que sur la partie qui on voit bien. En fait, là il y a une petite barrette ici, et en fait ça contraint le mousqueton de travailler que dans le sens où il est le plus solide. Donc là, il travaille dans cet axe-là, c'est l'axe où il est le plus solide. Alors que s'il n'y avait pas de la barrette, il pourrait travailler comme ça. Et là, c'est pas très bon, quoi. Donc c'est pour ça qu'on prend un directionnel, comme ça il ne tourne pas. Voilà. Donc le piolet, crampon, baudrier, une corde. Et puis, ce qui est important, c'est le kit pour faire un mouflage. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui tombe dans une crevasse, pouvoir le ressortir en autonomie, quoi. Donc pareil, ça je pourrais en discuter un peu plus tout à l'heure si il y en a que ça intéresse. Pareil, ça demande une petite formation, hein. C'est bien de l'avoir, mais il y en a beaucoup qui l'ont et qui ne savent pas faire, quoi. C'est un peu comme le DVA en ski de rando, quoi. Ouais. L'idée quand tu dis, je pense qu'on peut expliquer quand tu dis faire un mouflage, c'est quoi? C'est ton pote il tombe dans une crevasse, c'est vrai que juste tirer sur la corde à main, comme ça. Ouais, en fait, la personne, si on est deux, par exemple, tu as une personne qui tombe dans une crevasse, que toi, tu arrives à le retenir, ou alors il tombe directement sur un pont de neige en dessous. Pour le remonter, la force des bras, ça suffit pas, quoi. Déjà, il y a son poids, il y a son sac, etc. En plus, il y a le frottement de la corde dans la crevasse, sur la lèvre de la crevasse. Donc, on a beau tirer, puis si on tire, c'est bien, mais si on lâche la corde, ça repart. Bref, c'est impossible. Donc, il faut faire un mouflage. Et le mouflage, en fait, c'est une technique pour démultiplier le poids de la personne. Et donc, on arrive tout seul à remonter la personne, quoi. C'est quoi? C'est un peu comme un système de poulie ou c'est. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est exactement ça. Donc, pour ça, il faut également des broches. C'est bien d'avoir 2 broches, une de chaque côté sur son baudrier. Comme ça, si on est dans une certaine position, on peut toujours arriver en trouver une. La broche, en gros, c'est quoi? C'est une vis à glace, quoi. Ouais, c'est ça. C'est une broche, tu la mets dans la glace, hop, tu l'enclenches, après là-dessus tu as une manivelle, puis après tu l'enfonces, tu la visses à fond, quoi. Ça, si la glace est bonne, c'est très résistant. Ce que j'allais dire, une fois que la broche, si la glace est bonne, effectivement, une fois que la broche est bien enfoncée, tu peux y accrocher une vache, a priori, ça partira pas, quoi. Ah oui. Non, si la glace est là, ça marche très très bien. Le souci, c'est que souvent, quand il y a quelqu'un qui est dans une crevasse, c'est qu'il ne l'avait pas vu, quoi. Donc s'il ne l'avait pas vu, c'est qu'il y a de la neige. Et donc souvent, en fait, si une personne tombe dans une crevasse, toi, il y a des fortes chances que tu n'arrives pas à accéder à la glace pour faire un mouflage. Et donc là, il faut faire un corps mort avec son piolet, par exemple. Ok. Voilà. Enfin, ça, c'est toutes les techniques de secours, quoi. Donc, niveau matos, c'est ça. Puis après, s'il y a un casque, hop, un casque d'Elpi, pas trop lourd. Une petite pharmacie, c'est pas grand-chose. Une lampe frontale. Ah oui, c'est sûr. Il y en a toujours, enfin, ça arrivera toujours d'en oublier une. Et une carte aussi pour pouvoir s'orienter, quoi. Au cas où ça peut servir. Ok. On a Florent, avant de recoter sur le matos, on a Florent qui demande, tu as parlé tout à l'heure, tu as dit quand tu utilises le piolet, il vaut mieux faire une école de neige ou de glace, qui demande, la question est quelle école de neige ou de glace? Est-ce que tu peux préciser un peu ce que tu entendais par là? Ouais, c'est en fait le but, c'est que quand on va se retrouver face à une pente un peu raide, en neige ou en glace, on connaisse déjà les techniques en fait, quand on va faire une sortie d'alpi. Donc ce qu'on aime bien faire, c'est la veille de faire une sortie d'alpi. Quand on monte au refuge par exemple, on peut aller à côté du glacier, enfin on peut aller sur le bord du glacier, et là sur les petites pentes du glacier, on peut faire des petits ateliers pour apprendre à cramponner. Donc on apprend à marcher. Il y a plusieurs techniques de marche en fait sur un glacier, suivant la raideur en fait. Donc on apprend à utiliser les crampons, peut-être le plus important.
à positionner son corps, et on apprend à utiliser également le piolet. Donc ça peut se faire sur, on appelle ça une école de glace, si on fait ça sur de la glace, sur un glacier. Voilà, c'est quelque chose qui prend 2 heures de temps en montant au refuge, et c'est très utile et c'est assez intéressant. On peut également voir les techniques de mouflage. Et on peut aussi, les écoles de neige, du coup c'est sur la neige. Donc là, sur la neige, ce qu'on peut voir aussi en plus, c'est des techniques pour enrayer une chute. Parce qu'on peut faire des glissades sur la neige. Il faut trouver un endroit safe, quoi, hein. Une pente qui s'arrête naturellement. Et on peut faire simuler des glissades, enrayer la chute avec le piolet, les crampons, l'encordement, etc. Donc ça, c'est intéressant en fait. C'est une bonne base technique pour se lancer après dans une course d'alpi, quoi. Et puis que quand on est le lendemain dans un petit crux, un peu fatigué, etc., on sache un peu ce qu'il faut faire, quoi. Ou que quand ton collègue il te dit fais ça, tu sais ce que ça veut dire, quoi. Il vaut mieux apprendre la veille que dans le feu de l'action quand tu es sur une pente à 45 et que. T'apprends mieux en général. C'est sûr. Enfin, t'apprends mieux. Peut-être que tu t'en souviendras peut-être plus si tu l'apprends dans le feu de l'action, mais. Ouais, ça c'est sûr. Et en termes de chaussures, tu dis on met les crampons et tout, mais les chaussures d'alpi, c'est. Alors les chaussures d'alpi, bonne question. Une chaussure d'alpi, il faut qu'elle soit montante déjà. Il faut qu'elle soit imperméable. Et après, il y a la question des débords, en fait. Alors là, j'en ai pris une. J'avais anticipé la question. Ça, c'est une chaussure d'alpi, on va dire, classique. À l'avant, là, je ne sais pas si on voit, il n'y a pas de débord, là. Il n'y a aucun débord. Par contre, à l'arrière, ici, on voit un débord. Donc ça, c'est une paire de chaussures, on va dire, d'alpinisme classique, sur laquelle on va pouvoir placer des crampons. Ces crampons-là, c'est des crampons semi-automatiques. C'est-à-dire que là, en fait, ici, là, il y a une cale qui va se mettre justement sur le débord arrière du talon. Donc ça, c'est très pratique, c'est ce qu'on utilise très souvent. Ça permet de chausser plus rapidement et surtout, ça permet une meilleure tenue du crampon sur la chaussure. Après, il existe, donc là, l'avant du crampon, là, ça s'adapte sur tout type de chaussures. Après, voilà, il y a des crampons à lanière. Donc, on a la lanière à l'avant comme celle-ci et une lanière à l'arrière. Donc ça va sur tout type de chaussures. Mais du coup, l'avantage, c'est que ça va sur tout. Par contre, c'est un petit peu moins... ça tient moins bien. Et après, il y a les chaussures, il y a les crampons automatiques. Donc, on a le cran à l'avant et le cran à l'avant et le cran à l'arrière. Okay. Ça, on utilise plus l'hiver, en alpinisme, grosse course d'alpinisme et sur les chaussures de ski, quoi. Donc, j'allais dire, des crampons comme ça, des semi-auto, si je ne me trompe pas, tu peux quand même les utiliser sur des chaussures de ski si tu veux faire une petite rando et que tu as un petit passage sur glacier ou que sais-je. Oui, bien sûr. Ouais, sur les chaussures de ski, en fait, tu as le débord à l'avant et tu as le débord à l'arrière. Donc, il n'y a aucun problème. Tu peux mettre des fixations, des crampons automatiques, semi-automatiques et à lanière. Voilà, tu peux tout mettre dessus, en fait. Ok. Ouais. Et si on a tout ce matériel, c'est quand même pas pour rien, c'est que tout est un peu lié à quand même des aspects de sécurité. Alors c'est un très vaste sujet, mais pour rentrer dedans un peu premièrement, quand tu prépares une sortie en alpi, qu'est-ce qu'il faut regarder en premier ou qu'est-ce qu'il faut checker en premier? On parlait justement là, des bulletins de risque d'avalanche pour faire du ski de rando par exemple. Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier pour bien préparer sa sortie d'alpi et pas faire n'importe quoi? Ouais, écoute, moi je suis bien d'accord avec toi. Je pense que au niveau de la sécu, la première chose en fait, c'est la préparation. Et donc la préparation, il y aurait 3 choses à voir. La météo, donc voir un peu, suivre la météo et voir la météo qui est annoncée le moment où je veux sortir. Donc ça donne des indications sur la qualité de la neige qu'on peut avoir. Donc regarder la météo. En fonction de ça, choisir un objectif de course. Donc, un objectif de course qui soit adapté à mon niveau, à ma forme du moment, et préparer la sortie. C'est-à-dire regarder les cartes, regarder les topos, essayer de se faire un déroulement de la sortie dans la tête, les horaires, etc., les points à risque, voilà. Donc, une préparation.
Et puis, le troisième point, c'est effectivement soi-même. Est-ce que là, je suis vraiment en forme? Voilà, est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que je me surestime pas un petit peu, etc., quoi. Donc ça, c'est un peu les 3 points à voir en amont. Et ces 3 points-là, on peut les revoir en fait pendant la course. C'est-à-dire quand on fait notre sortie, on est là, bah tiens, ils annonçaient beau, finalement il y a des nuages. Le regel cette nuit devait faire très beau cette nuit, donc probablement un bon regel. Il y a eu des nuages, donc ça n'a pas regelé. Donc je sors du refuge, bim, il y a des nuages, il n'y a pas de regel, donc le couloir de neige au-dessus, ça risque d'être plus délicat. Je sais pas, j'ai mal dormi, je suis fatigué. Enfin, voilà. Donc ça, c'est des choses à avoir bien en tête. Et puis à côté de ça, c'est aussi être vigilant par rapport aux risques classiques d'une sortie d'Alpi, quoi, qui sont les chutes de sérac, chutes de pierre, la fragilité des ponts de neige, voilà, la météo. Les séracs, je sais pas si le terme est clair pour tout le monde, si tu peux dire Ouais, un ce que sérac, c'est. c'est un bloc de glace du glacier. En fait, le glacier, c'est un peu comme une éponge. C'est-à-dire que quand il y a une rupture de pente, il se plie, mais du coup, ça forme des crevasses, quoi, comme sur une éponge ou une gomme. Et puis, en fait, ces crevasses, des fois, elles peuvent se débiter en gros blocs de glace qu'on appelle des séracs, quoi. Voilà. Un sérac, c'est un gros bloc de glace. Et le gros souci, c'est que ça peut tomber à tout moment, de toute l'année, parce que le glacier bouge, en fait. Il bouge toute l'année, le glacier. Donc, les séracs, effectivement, ils tombent plus souvent quand il fait chaud, parce que la chaleur les déstabilise. Mais ils peuvent tomber de nuit, ils peuvent tomber en plein hiver, ils peuvent tomber tout le temps, quoi. Donc, ça, c'est un risque. Après, il y a des sorties d'Alpi où il n'y a aucun sérac. Donc, voilà, on élimine le risque. Mais quand on dit un bloc de glace, on parle d'un bloc de glace qui peut avoir la taille d'un immeuble, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pas des petits glaçons, quoi. C'est un bloc de glace, s'il tombe Oui, oui, dessus, a voilà, ouais, ça priori, il peut n'y a pas être, grand-chose à faire, ouais, quoi. c'est ça. Ça peut être la taille d'un immeuble. Après, ça peut être juste 50 cm ou même 10 cm. Mais si ça t'arrive de 500 mètres au-dessus, quand ça t'arrive sur ton genou, ouais, ça fait mal. Ouais, Donc voilà. ça fait tout drôle. Ouais. On a Sardine qui nous demande si tu as un site météo à recommander. Ou une appli. Oui, alors moi, j'en regarde plusieurs en fait, à chaque fois. Je regarde Météo Ciel. Météo Ciel, donc ça, c'est assez intéressant. Je regarde également un météorologue sur Grenoble là, qui fait une météo pour la région ici. Après, nous les guides, on a accès à une météo uniquement pour la montagne. Donc je regarde ça aussi. Ouais, c'est à peu près les 3 météos que je regarde, quoi. Mais météo Ok. ciel, généralement, c'est assez bon. C'est un peu plus pessimiste que la réalité, donc c'est pas plus mal. Ouais. Après, il y Est-ce a que, Météo est-ce que, France, hein, c'est bien aussi, hein. est-ce que Météo Blue, enfin, Oui, en ce Météo moment, Blue, ouais. j'utilise pas mal Météo Blue, c'est fiable Ouais, aussi? Enfin, ouais, ouais, ouais. ok, C'est très bien, ouais. cool, parfait. Et, euh, et alors, en termes de prépa physique, je trouve que c'est une question qu'on se pose quand même assez souvent. Tu dis effectivement, il faut être en forme, bon, ça tombe sous le sens. Est-ce qu'il y a un peu des prépas Ouais. physiques à recommander ou je sais pas, des sports qui sont mieux que d'autres si on veut un peu s'entraîner et arriver gainé Non, non, effectivement, il faut une bonne condition physique. Voilà, il faut aimer marcher, avoir le goût de l'effort, porter un sac, savoir un peu prendre sur soi, quoi, parce qu'il y a de la fatigue. Ouais. Après, après, euh, après, plus tu C'est con. pratiques, plus tu seras entraîné, quoi. Ouais. Mais c'est sûr qu'à découvrir, faire n'importe quel autre sport, faire de la natation, faire du renforcement musculaire, etc. C'est sûr que ça peut être qu'un plus, hein. Ouais, ah, justement, c'est marrant Ah, que tu parles de natation parce qu'on avait dans une masterclass précédente sur le ski de rando, ouais. on avait posé la même question sur quelle pratique sportive ou quoi pour s'entraîner. Et la personne, le capitaine en question avait dit ah, tout ce qui est natation, vous oubliez direct, ça sert à rien. Alors, Ah bon, ouais. forcément, enfin, ça pas à rien dans le sens où c'est toujours du sport, mais il avait l'air de pas trop recommander ce type de pratique quand même. Alors, on va pas dire que l'alpi c'est interdit aux nageurs, mais bon, peut-être qu'il vaut mieux faire du trail par exemple Ah oui, oui, non, mais bien sûr. Ouais, c'est voilà, sûr un truc qui que ouais, s'entraîne plus que d'autres, si quoi. tu utilises plus tes jambes, après, ouais, la natation, ouais, bon, je sais pas, tu fais du cardio, quoi. Ouais. Mais oui, c'est sûr que faire du trail, courir, non, mais c'est sûr qu'il y a plein de choses à faire pour s'entraîner, hein. Mais je parle pour une initiation, c'est pas la peine de se mettre la pression, quoi. Ouais. Mais c'est sûr que si on est déjà sportif et on se prépare en faisant du trail,
un peu de renforcement physique, etc., on prendra peut-être un peu plus de plaisir parce qu'on sera moins en souffrance. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr que. Ah, ouais, c'est vrai que, notamment là, depuis cette année, là, il y a quand même beaucoup de personnes avec qui je suis sorti qui ont vraiment souffert des confinements successifs. Et ils me disaient, voilà, quand ils étaient en peine physiquement, ils me disaient c'est le confinement. Bon, c'était un peu l'excuse. Hein. Ouais, c'est Mais sûr. C'est ouais, facile. je crois que effectivement, c'est sûr. Enfin, voilà, ça on le sait, quoi. Hein, mais Ouais. Ah, même pendant le confinement, allez courir, hein. Allons courir et gardons la caisse ouais, pour faire les meilleures sorties d'Alpi dès qu'on pourra, hein. Ça, c'est sûr. ouais. Non, Et, non, c'est bon. alors, là, on parle du coup de l'alpinisme estival. Du coup, la question un peu sous-jacente, c'est est-ce qu'il y a une saison particulière pour l'alpinisme ou c'est ce que en soi, c'est un truc qu'on peut pratiquer toute l'année? L'alpinisme, c'est vrai que c'est une question, ça fait un peu. Bon, ça m'invite un peu à parler par rapport au réchauffement climatique. C'est que les conditions maintenant l'été, dans les Alpes, elles se détériorent beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, effectivement, la saison d'alpinisme, elle change, elle évolue. Aujourd'hui, d'ici un mois, là, en fait, d'ici un mois, on pourra commencer la saison d'alpi d'été classique, on va dire. Un bon mois. Il faut attendre que la neige soit stabilisée, que le manteau neigeux soit bien stabilisé, qu'on puisse marcher dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse plus chaud la journée et qu'il gèle la nuit. Donc le manteau, après, il se durcit, il se tasse. Et là, on va pouvoir pratiquer l'alpinisme. Donc maintenant, c'est vrai qu'à partir de mi-juin, on commence à pratiquer l'alpinisme. Les refuges classiques ouvrent plus tôt. Et par contre, suivant les années, c'est vrai que le mois d'août, ça devient de plus en plus compliqué, quoi. Ça devient plus compliqué parce que la neige a davantage fondu, il fait chaud, et donc les glaciers sont ouverts, il y a des chutes de pierres. Ouais, les conditions techniquement sont plus difficiles. Voilà. Donc là, pour moi, enfin pour nous, la saison d'alpi, l'été, elle commence un peu plus tôt. Mais après, on est quand même contraint par le manteau neigeux, donc on ne peut pas commencer trop tôt non plus. Là, en ce moment, c'est pas possible. Donc on commence un peu plus tôt, vers le 15 juin. Juillet, voilà, c'est très bon. Ça dépend toujours aussi des endroits. Hein. Et après, c'est vrai que suivant les années, au mois d'août, il y a des endroits, en tout cas, enfin, en fait, il faut s'adapter. Il faut accepter de ne plus faire certaines courses à certains moments de l'année, quoi. C'est tout. Hmm. Il y en aura toujours qui seront en condition. Il y en a qui sont en condition tout l'été jusqu'en septembre sans aucun souci. Mais il y en a, effectivement, comme par exemple la voie normale du Mont Blanc, au mois d'août, ça Ça part devient pile quoi, compliqué. dans les couloirs. Et Ouais. alors, c'est super que tu abordes ce thème du réchauffement. Est-ce qu'il y a il y a des courses qui avant pouvaient se faire et qui maintenant, du fait du réchauffement, n'existent plus du tout? Ou est-ce qu'on n'en est pas Ouais, encore là? ouais. Ouais, il y en a plusieurs. Il y a une étude qui a été faite. Il y a un bouquin très connu de Gaston Rébuffat sur les 100 plus belles courses d'alpinisme au Mont Blanc. Et il y a une personne qui a fait une thèse, là, je crois, récemment. Donc, il a repris ces 100 courses et les a actualisées. Et après, du coup, il a fait un code couleur des courses qui n'existent plus. Donc, ça veut dire que l'itinéraire, c'est boulé, quoi. Il n'existe plus, on ne peut plus le faire, c'est plus accessible. Donc ça, c'est rayé. Après, d'autres qui sont genre orange, faut pas y aller parce que c'est très très craignos. Et puis d'autres où c'est un peu limite, mais ça passe encore. Et effectivement, il y a maintenant pas mal d'itinéraires de haute montagne qui ne sont plus envisageables parce qu'ils n'existent plus en fait, des fois, ou parce ils sont trop exposés, quoi. Ou parce Ok. qu'il y avait tout simplement un glacier suspendu, une langue de glace, une calotte glaciaire qu'on prenait, maintenant elle n'existe plus, donc c'est que du rocher et du rocher instable. Euh, voilà, donc effectivement, ça a beaucoup fait évoluer l'alpinisme. Mais après, il faut s'adapter, quoi. C'est exactement ça, ce que j'allais dire, faut En s'adapter, montagne, ouais. on passe notre temps à Attention. s'adapter tout au long de l'année, tout au long d'une sortie de la journée, on s'adapte. Mais il faut accepter d'avoir plusieurs plans, peut-être. Un plan A, je vais faire telle montagne, bah, peut-être que j'aurai un autre plan, un plan B et un plan C, quoi. Ça me paraît Ouais, c'est sûr. indispensable. Ok. On a Sardine et Flétan qui nous demandent c'est quoi le plus dur en initiation? Est-ce que c'est cardio, jambes, bras, mental? Tout à la fois.
Initiation, je pense que en fait, ça dépend des gens. Mais je dirais plus peut-être le physique que le mental, parce qu'on ne va pas faire un truc trop engagé, quoi. Mais peut-être un peu le physique, quoi. Ouais. Enfin, je dirais s'il y a quelque chose qui doit caler, c'est plus le physique que le mental. Est-ce que ça peut être l'altitude aussi? Parce que il y en a parfois, Ouais, passer la barre des 4000 par exemple, ils se mettent à vomir leur trip et ils peuvent plus avancer. Bon, ouais, mais malheureusement, même c'est un truc pour le avant, coup, tu hein, peux. Même 3000, avant, bien sûr. Ouais. 3500, déjà. Ouais, Et bah, là, pour. l'altitude, après, voilà, je le mets dans le physique, quoi. Ouais, ouais, ok. Effectivement, c'est ça que, enfin, moi, c'est ça que j'aime énormément dans l'alpinisme. C'est, il y a un investissement total, quoi. Et il y a de la fatigue. On marche avec des grosses chaussures, on n'a pas forcément l'habitude. On a un sac à dos voilà, qui fait quand même quelques kilos. On a fait quasi une nuit blanche. Donc, Ouais, c'est beaucoup de facteurs nouveaux qui vont pas dans le bon sens. Et va falloir quand même passer au-delà de ça, quoi. ouais, Donc, il y a une petite base un peu de fatigue déjà. Après, il y a effectivement la peur, un peu l'appréhension. Voilà. Donc, voilà. Après, c'est pour ça après que l'arrivée au sommet ou en tout cas le but, voilà, il y a une satisfaction énorme parce que ouais. on a découvert quelque chose de nouveau et puis un sens de l'effort qui est important. Mais Ouais, c'est ouais, sûr, après, c'est un apprentissage énorme. Et effectivement, du coup, en fait, grosso modo, ce qu'on pourrait dire, c'est quoi? C'est pour se préparer à la fin d'une journée de taf, on met le réveil à 2 heures du mat, on prend un sac de 15 kilos et on va courir dans les rues de Paris ou je sais ouais, pas où ouais. pour voir, on a peut-être l'air d'un con, mais au moins, mais bon, probablement que ça entraîne quand même un peu, quoi. Oui, oui, non, mais après, il faut pas se mettre la pression, hein. C'est quand même, enfin, il y en a pour tous les niveaux en fait, hein. Ouais, Il y a des randonnées glaciaires qu'on peut faire en prenant un téléphérique. Donc, il n'y a pas de mur en refuge. Il n'y a pas les 1500 mètres de dénivelé pour monter au refuge. Et on sort du téléphérique, on fait 200 mètres, on arrive sur un glacier magnifique, relativement plat. On peut aller chercher un dôme, un col, un sommet. Il y en a pour tous les goûts. Et l'effort est très différent. ouais, Et, voilà, il y a de tout, hein. ouais, c'est sûr. On a une. Merci Mouflon, c'est une super question à laquelle j'avoue que parce que j'avais pas pensé. On a dit que donc CF Rébuffat, il y a des courses qui disparaissent du fait du réchauffement. Est-ce que on en voit du coup apparaître? Est-ce qu'il y a des trucs qui n'étaient pas possibles avant, qui maintenant deviennent possibles en alpi grâce avec des énormes guillemets au réchauffement? Ouais, la bonne question. Euh, alors, il y a toujours des ouvertures. Il y a toujours des personnes qui vont faire des ouvertures d'itinéraires qui n'avaient pas été observés. Voilà, les gens, ils n'avaient pas eu l'idée de faire ça. Donc, il y a toujours des nouvelles voies en montagne, beaucoup moins qu'avant, mais chaque année, il y a des nouveaux itinéraires qui se créent dans les massifs. Euh, mais ça, c'est pas en lien direct avec le réchauffement. Par rapport au réchauffement, bah, après, oui, effectivement, il y a des parois, par exemple, qui peuvent être glacées, qui ne le sont plus, et il y a du rocher, mais bon, souvent, le rocher sous la glace, il est quand même fracturé, en fait. C'est pour ça qu'il y a de la glace dessus. Donc, c'est pas forcément un super terrain pour aller faire des ouvertures. Euh, Après, il y a une chose aussi, c'est qu'il y a pas mal de voies, par exemple, dans le massif du Mont Blanc, pas mal de voies rocheuses, où le départ, il se fait au bord du glacier. C'est-à-dire qu'on remonte le glacier, pof, on arrive à la falaise, et on commence l'escalade. Et aujourd'hui, disons qu'il y a des voies qui ont été ouvertes dans les années 80, 90 là-dedans. Aujourd'hui, il y a des endroits, il faut rajouter 2 longueurs pour arriver au point de départ d'il y a 30-40 ans, quoi. Et Ouais. souvent des longueurs un peu difficiles parce que le glacier il a tout bien râpé, donc il n'y a pas trop de prise. Mais bon, pour répondre vraiment à la question, ouais, là je ne sais pas trop, je n'ai pas C'est en un peu une tête. colle. Ouais, Probablement que c'est une c'est aussi colle, un. merci, Ça, merci. c'est forcément un peu difficile aussi. Enfin, c'est probablement assez difficile d'estimer si c'est si c'est une raison nécessaire ou suffisante à l'ouverture, quoi. Peut-être que ça joue. Ouais, Il y a probablement d'autres facteurs. Ça peut être lié ça peut être lié à plein de choses, quoi. ouais, Et ouais. alors, tu parlais d'ouverture de voie. Donc, quand on dit ouvrir une voie, c'est être la première personne à réaliser cette voie. Est-ce qu'il y a eu un peu un âge d'or de l'Alpi ou une période donnée durant laquelle il y a eu énormément d'ouverture?
ou est-ce que c'est assez constant? Ouais. Il y a d'or entre 1855 et 1865. Donc sur 10 ans, et un sommet qui ont été atteints pour la première fois. Pour en citer quelques-uns, donc sur cette période, il y a eu dans les écrins, c'est le massif, c'est le sommet culminant à 4100 et quelques, 4100 mètres dans les écrins. Il y a eu l'aiguille verte, il y a eu les Grandes Jorasses, il y a eu le Cervin, il y a eu le Grépon aussi, je crois. Enfin voilà, il y a eu un paquet de sommets, et puis en Suisse, plein également. Donc il y a eu beaucoup de sommets, notamment des sommets importants de plus de 4000, qui ont été gravis à cette époque. C'était l'âge, je pense, le plus fou pour l'alpinisme. Ouais. Okay. Et puis après, il y a eu des périodes différentes, hein, mais c'est vraiment là, effectivement, l'apogée, on va dire, des ouvertures d'envergure. Quand bien même le matos n'était vraiment pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc chapeau à tous ces alpinistes qui ont fait ces ouvertures, quoi. Ouais. Ah bah, ils avaient un physique et un mental d'acier, quoi. Ouais. Et du coup, les ouvertures qui sont, parce qu'il y a probablement encore des ouvertures qui sont aujourd'hui, c'est plutôt dans quel coin? Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, dans le massif du Mont Blanc, de manière générale, France, Suisse, Italie, est-ce qu'on peut considérer que tout a été fait ou est-ce qu'il reste encore des trucs à faire ou, après, c'est peut-être plus des questions de durée ou de faire des trucs en solo ou en hivernal ou, Non, bah, tout n'a pas été fait. Il y a toujours des nouveaux itinéraires, mais c'est des itinéraires plus cachés, plus sauvages, qu'on va chercher un peu plus loin, qui sont peut-être un peu moins, enfin, qui frappent pas aux yeux au premier coup d'œil, quoi, mais qui sont très bien et magnifiques. Ça peut être aussi des itinéraires assez durs, très durs, mais il y en a encore qui sont réalisés dans tous les massifs, hein. C'est sûr qu'il y en a beaucoup moins. Et effectivement, peut-être un poil moins logique, quoi. C'est pas des grands couloirs qu'on voit de sa chambre dans la vallée, quoi. Voilà. Ouais, c'est sûr. Ok, Il y en a toujours. Et puis, après, sinon, ouais. on a Suricat qui demande si tu as des petits conseils pour devenir un peu plus autonome. Genre, peut-être avoir des choses à prendre en main au fur et à mesure ou gagner en autonomie petit à petit. Ouais. Bah, ce qu'il faut en fait pour l'autonomie, c'est les techniques de plage, on va dire. Enfin, ces techniques-là de sécurité, ça c'est important. Et ce qui est très important également, c'est de savoir gérer l'encordement quand on fait une sortie. C'est-à-dire que quand on s'encorde, si on est 2, 3, l'encordement il sera étroitement lié au terrain. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête le risque premier. Est-ce que mon risque c'est de tomber dans une crevasse ou est-ce que le risque c'est de glisser et de partir dans la pente? Et en fait, là, c'est les deux risques majeurs. Et l'encordement qu'on doit avoir, il est fonction de ces risques. Et c'est pas du tout le même. Donc voilà, il faut savoir gérer l'encordement d'une cordée, en fait, pour être autonome. Donc, pour l'apprendre, il faut soit partir avec quelqu'un, un copain qui a d'expérience et qui peut nous le montrer, soit partir avec un professionnel, quoi. Mais pour moi, c'est la clé de l'autonomie, c'est ça, c'est savoir gérer la sécurité sur la progression du. Donc, commencer par des sorties, de mettre en place des choses qu'on a vues, si on regarde des tutos, etc. Essayer, prendre le temps de faire des petits exercices, de refaire les nœuds, de mettre une broche, de faire un corps mort avec un piolet. Voilà, prendre le temps de faire une école, quoi, hein, une école de neige, une école de glace. Et puis, pas sauter les étapes, quoi, et y aller tranquillement dans la difficulté, quoi. Puis après, il y a L'itinéraire est dans l'engagement, surtout, quoi. Ouais. Puis il y a des petits trucs et petits conseils ou astuces qu'il faut avoir en tête. Je sais pas, alors, enfin, pareil, je prends l'exemple de mon père avec qui j'ai découvert l'alpi, mais par exemple, qui me gueule toujours dessus quand on me dit quand tu marches sur glacier, il faut que la corde elle soit tendue, puisque s'il y a énormément de bout dans Ouais. la corde, Oui, ton voilà. pote, tu vas trouver une crevasse, ça sert à rien.
C'est des Ouais. petits détails qu'effectivement, il vaut mieux apprendre aux côtés d'un pro parce que vous êtes quand même là pour ça. Donc c'est super. Et forcément, bah, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et surtout, vu le niveau de danger et d'engagement qui est constant sur de l'alpi, bah, faut pas trop Ouais. partir à la fleur au fusil non plus, quoi. Ouais. Non, mais voilà, c'est sûr qu'il y a des petites choses très importantes, comme effectivement avoir toujours la corde tendue. Si on met la corde, c'est pour enrayer une chute. Si elle n'est pas tendue, c'est-à-dire que le gars il tombe, ça va nous projeter en avant ou en arrière. Euh, Si on marche sur un glacier où le risque c'est les crevasses, chute de crevasses, bah, si j'ai des mètres de corde dans la main, des anneaux à la main, ça ne me sert à rien, quoi. C'est-à-dire que Ouais. si le gars il tombe, moi je fais quoi avec mes anneaux à la main, quoi? Je ne vais pas le retenir, hein. Donc il va m'éclater la main et après je vais lâcher la corde et ça, il va partir encore plus loin. Donc, ça ne sert à rien. C'est pas utile, ouais. Et par contre, effectivement, si je fais une pente raide, eh ben là, effectivement, avoir des anneaux à la main, c'est intéressant. Parce que ça me permet de retenir une chute, de sentir la corde qui tend et puis hop, de la ramener. Voilà, il y Ok. a des techniques à apprendre et c'est ça qu'on aime aussi dans l'alpinisme, quoi. C'est ça qui fait la beauté du sport aussi, quoi. Il y a une progression Ouais, qui est constante et qui est super, quoi. Ça, c'est sûr. ouais, mais c'est ce Il qui y a fait la encore, particularité de l'alpinisme. Ouais. ouais. C'est qu'il Il y y a a pas encore mal de quelques, techniques en plus, quoi, ouais. du sport. Il y a encore quelques questions là. Il reste encore une petite dizaine de minutes. Donc, ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser avant la fin du temps imparti. Il y a la taupe qui pose une question. Alors, ça anticipe un peu là ce qu'on pourra raconter à la La fin, qui taupe, dit est-ce que tu as un site internet où tu décris les sorties d'alpi que tu peux proposer? Alors, je vais anticiper la réponse en vous proposant un super site qui est le site de Chiloé, où par le biais duquel, bien qu'on ne soit pas là pour faire évidemment de la promo, mais par le biais duquel vous pourrez partir crapahuter avec Raphaël. Donc, je vous mets le lien de sa micro-aventure dans le chat pour ceux que ça intéresse si vous voulez aller checker. Et sinon, je peux te laisser répondre à la question posée quand même. Du coup, où est-ce que, enfin, même peut-être plus largement, où est-ce qu'on peut trouver des idées d'alpi ou des guides ouais, et ben, des idées d'alpi. Moi, quand j'étais petit, je prenais une carte et je regardais les cartes, je regardais les sommets, je me dis tiens, ça a l'air joli. Voilà. Mais sinon, il faut regarder les topos, regarder des bouquins, des super beaux bouquins d'Alpi. Donc, regarder ces bouquins et trouver la sortie qui nous parle, les sorties qui nous parlent. Donc là, il y a le choix, il y a plein de massifs dans les Alpes. Enfin, pour ça, on a une chance folle. C'est quand même très accessible également. Donc voilà, il y a du choix. Après, pour les guides, généralement, il y a des bureaux des guides à proximité de chaque grand lieu d'alpinisme, hein, voilà, Chamonix, dans les écrins. Donc voilà, contactez les bureaux des guides. Après, moi, effectivement, j'ai un site internet également à mon nom. Voilà. trop bien. Pas Trop Eternal bien. Décoffé, hein. On a Suricat qui demande ton top 3 des massifs les plus jolis pour faire de l'alpi. Je pense que c'est pas une question facile. Ouais. Bah, moi, mon premier massif, c'est les écrins. Massif des écrins. C'est là-bas que j'ai appris l'alpi. C'est le plus proche de chez moi et puis j'y vais très souvent. Donc les écrins parce que c'est grand, c'est très sauvage, c'est pas aménagé, voilà, c'est magnifique et on y trouve de tout. Euh, Après, comme massif que j'aime, bon bah bien sûr, il y a le massif du Mont Blanc, hein. Voilà, magnifique également, Classique. superbe. Euh, il y a un massif que j'aime beaucoup aussi, c'est la Vanoise. La Vanoise, il y a des beaux glaciers encore, il y a des très belles courses glaciaires à faire. Euh, c'est idéal aussi pour s'initier à l'alpinisme en Vanoise. Voilà. Donc bah voilà, j'ai dit 3 massifs en France. Après, Parfait. des super massifs en Suisse également, en Italie. Des super massifs, ouais. Bah écoute, belle réponse. Je pensais pas que tu arriverais à faire ton choix si rapidement, mais écoute, bravo à toi. On a de rien sur les quatre. On a Steph qui demande c'est quoi les courses faciles pour débuter en autonomie? En autonomie, des courses faciles. Alors, ça dépend, il veut quoi comme massif? Qui répondent vite. Exactement. Ah bah, dans les écrins, les courses vraiment d'initiation glaciaire, il y a le Giobernais.
Il y a, il y a les courses à partir du téléphérique de la Grave, donc faire les dômes de la Lose par exemple. Ça, c'est vraiment c'est une rando glaciaire. Après, c'est un peu plus technique si on va sur le pic de la Grave. Il y a la Grande Ruine, il y a les Rouilles, il y a Rocheforiot. Ça, c'est sur tout le bassin du glacier blanc. Il y a le pic du glacier d'Arsine. Voilà. Au niveau du glacier blanc, là, il y a pas mal de courses glaciaires, des courses de neige qui sont en condition longtemps pendant l'été. Ça, c'est assez intéressant. Bon, j'en oublie plein. Après, la liste n'est pas exhaustive. Je sais que moi, on me parlait pas mal pour débuter de l'étendard, pic de l'étendard, ouais, ouais, vers Saint-Saurlin-d'Arve, tout ça, là, bon, ouais, qui se fait en style super. hiver, mais qui, en tout cas, en Alpi aussi, fait une initiation assez sympa. Ouais, ça c'est super à faire également. Ouais, c'est un sommet que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de distance, hein, mais le glacier, voilà, il est régulier, il monte petit à petit, enfin, en raideur. C'est très intéressant. Euh, Après, en Vanoise, il y a des super trucs, hein, les dômes glaciaires de la Vanoise, la chasse-forêt, la réchasse. Ça, c'est génial pour l'initiation. Ouais. Pointe de la réchasse en Vanoise, c'est super. Ouais. Et du côté des Pyrénées? Côté des Pyrénées, bah, j'ai un collègue pyrénéen, je peux l'appeler. Mais j'aurais du mal, ouais. Ouais, je connais moins bien là. Mais il y a de quoi, dans tous les cas, c'est vrai que j'avoue Ouais. qu'on n'y pense pas Ah forcément, ouais, mais dans les Pyrénées, ouais, ouais. Non, il y a de quoi faire quand même, ouais. pour le glacier, bon, je vais pas dire de bêtises, mais pour le glacier, ça se réduit un petit peu. Pour la grimpe, ouais, c'est top. Ouais. Pour la grimpe, c'est super. Ouais. Ok. Ouais. Ok, trop bien. Bah, parfait. Bon, il est 57. Si vous avez une dernière petite question, n'hésitez pas à la poser. Ouais. C'est le moment. Pendant que vous réfléchissez, probablement, du coup, je rappelle que vous pouvez tout à fait, je vous remets les liens, partir crapahuter avec Raphaël, donc que ce soit en Alpi, parce qu'effectivement c'est le sujet qu'on a là, ou que ce soit aussi en escalade. Hop. Euh, donc Raphaël il propose des micro-aventures sur le site Chiloé, donc vous pouvez partir, il y a des dates qui sont bloquées, vous pouvez partir entre membres de la communauté de Chiloé. Donc c'est des micro-aventures qu'on a travaillé tous les deux ensemble et qu'on a peaufiné pour qu'elles soient le plus possible adaptées justement à l'initiation. Donc, si vous voulez vous y mettre, si vous voulez découvrir, partir avec d'autres membres de la communauté de Chiloé, c'est tout à fait possible. Je peux naturellement que vous le recommander. Puis voilà, puis il y a pas mal de trucs à faire. Alors effectivement, pardon Steph, pardon Suricat, je n'avais pas vu ta question, enfin j'avais oublié. Est-ce que tu as des petits conseils pour le mal de tête en altitude qui arrive quand même assez souvent? Et au niveau médicaments, je sais pas. Moi, je dirais de l'eau, boire de l'eau. L'eau, après, ouais, Doliprane, mais ouais, boire de l'eau, ça fait du bien. Ouais. C'est souvent ça, Ouais. quand la journée, on ne boit pas assez, on a vite mal à la tête. Ouais. Assez simple comme, comme conseil, effectivement. Désolé. Alors, il y a Mouflon qui a une question. Vas-y, Mouflon, je te laisse prendre la parole. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien. Ouais. Super. Déjà, merci beaucoup pour cette heure, c'était vraiment super. Vous m'avez donné des idées pour des questions pour le grand oral en dernière année de lycée. Et puis, je me demandais, là, donc, je suis dans le sud de France, je suis vers Béziers, donc il n'y a pas grand-chose en alpinisme. Et puis, l'année prochaine, donc, j'ai demandé beaucoup de vœux vers Grenoble, essentiellement Grenoble d'ailleurs, et je voulais savoir si vous aviez des conseils pour commencer l'alpinisme à 18 ans, sachant que j'ai pas forcément les moyens, tout ça. Ouais. Euh, déjà, si tu viens à Grenoble, tu peux faire on appelle ça des courses d'arête. Hein. Quand on fait de l'alpinisme, une sortie, on appelle ça une course. Tu peux faire des courses d'arête très très proche de Grenoble. Je pense aux Trois Pucelles, je pense aux arêtes du Gerbier. C'est des courses techniquement assez faciles. En escalade, tu vois, ça n'excède pas le 3 plus, quoi. 4A. Et par contre, tu vas déjà utiliser techniques d'encordement, longueur de corde, etc. Donc ça, déjà, c'est intéressant techniquement. Pour après, quand tu vas aller sur un glacier, tu sauras gérer une corde. Donc voilà, à Grenoble, il y a pas mal de choses à faire juste à côté. Et après, si tu souhaites aller sur le glacier,
sur glacier, bah, le mieux c'est d'aller dans les écrins depuis Grenoble. Ouais, le plus court c'est d'aller dans les écrins. Tu peux aller, tu fais 1 heure et demie, tu fais 1 heure et demie de route, tu vas à la Bérarde, tu montes, si tu veux pas dépenser d'argent, tu montes bivouaquer, après tu fais le Jaubernais par exemple, voilà, un super beau sommet, assez accessible techniquement, quoi. Mais la Et, Bérarde, c'est extraordinaire comme spot, super ouais, sauvage. C'est vrai que ouais, depuis Grenoble, je me rends pas compte de la distance, mais je trouve que c'est pas très très loin si je dis pas trop de bêtises. 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et c'est dingo, il y a tellement de trucs à faire là-bas, c'est Ouais, super. t'as un super camping, tu te mets là-bas, t'es tranquille. Et Ok, puis si t'as merci la beaucoup. grande forme, t'as pas besoin de monter en refuge, hein, tu pars très tôt le matin et puis tu fais toute la journée. Ok. Tu vas Du faire le trail. Coolidge tu fais le Coolidge depuis la Bérarde directement one shot, ça fait les jambes, ouais. Ouais, 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 c'est vrai, ça j'en ai pas parlé. Beau sommet, ouais. Ok, trop bien. Bah écoutez, il est 20h, c'est parfait. Il reste plus qu'à conclure. Merci beaucoup à tous pour votre présence et surtout merci à toi, Raphaël, pour tous ces conseils avisés. Ça fait toujours plaisir de commencer la semaine sur une bonne note et ça donne vraiment envie de crapahuter et d'aller s'y mettre cet été. Donc voilà, super. Écoute, je peux te laisser si tu veux. C'était un petit mot de la fin. Je peux te laisser la parole rapidement. Bah, merci Adrien. Merci à vous tous. Puis j'espère, voilà, que ça vous aura donné envie d'aller là-haut, quoi, d'aller tenter l'aventure. C'est vrai que quand on revient, on est transformé, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est une belle expérience et je vous souhaite de la découvrir, quoi. Voilà. Ouais, exactement. Et tu pars 3 jours et tu as l'impression d'être parti une semaine et peut-être vider la tête, donc ça fait, Ah ça fait ouais, tu te plaisir. vides la tête assez rapidement. Ouais. Exactement. Bon, bah, trop bien. Bah, merci à tous. Écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Merci. On se retrouve pour la prochaine masterclass qui sera le 31 mai. Marque une toute petite pause dans les masterclass et qui sera sur le thème devenir un pro du bivouac. Donc, on va rester sur un thème un peu montagne. Et puis entre-temps, bah, écoutez, profitez bien du déconfinement à venir. Gainez-vous pour faire de l'alpi cet été. Et puis voilà. Et puis je vous dis à très Pas de la bientôt. Passez une natation, très hein. bonne soirée. Pas de la Pas de la natation. natation. Ouais, surtout, surtout pas, surtout pas. Hop, hop, hop. Allez, très bonne soirée à Ciao, bonne tous. soirée. À la prochaine, bonsoir. Hop, hop, hop.